Bonjour à tous. Bonjour Jeff Wittenberg. Bonjour Manon Aubry. Et effectivement, comme c'était dit à l'instant, nous sommes à J-3. Mais cette campagne des élections européennes, dans son sprint final, elle est marquée par cette intervention d'Emmanuel Macron hier soir et cette annonce d'envoi de Mirage 2000 à l'Ukraine, ainsi que la formation de 4500 soldats ukrainiens par la France. Comment vous recevez cette annonce qui est sur un sujet qui est on ne peut plus européen? D'abord, si je peux me permettre, sur la méthode, on a quand même le président de la République qui s'invite sur toutes les télés à 24 heures de la clôture d'une campagne pour les élections européennes, qui est une campagne centrale et essentielle. Et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a des fins électoralistes dans cette stratégie d'Emmanuel Macron. Il a demandé un sursaut des électeurs. Il dit qu'il est le premier rempart à l'extrême droite. Moi, j'ai le sentiment qu'il a été le directeur de campagne de Jordan Bardella, tellement ils ont installé l'extrême droite. Mais on y reviendra après, parce que je ne veux pas évacuer votre question sur l'Ukraine. C'est un sujet sérieux. La première chose, moi, que je dis, c'est que le président de la République et la France commencent par livrer ce qu'ils ont promis. Ils ont promis des armes, ils ont promis des véhicules avant blindés, ils ont promis des systèmes de défense antiaériens. Ils n'ont pas tous été livrés. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je pense que si on veut être efficace, il faut que la France commence par arrêter de financer directement la guerre en Ukraine et en finançant directement la Russie en important du gaz liquéfié russe, que la France aussi prenne des initiatives diplomatiques. De tout ça, il n'a pas été question. Vous voyez, des mirages, ça va prendre combien de mois? On ne sait pas quelle est la stratégie. D'ici à la fin de l'année, a dit le président. On n'a même pas tenu les promesses précédentes. Donc, revenons à la raison, ayons un débat sur la stratégie et un vote à l'Assemblée nationale. Moi, c'est ce que je demande. Initiative diplomatique, venez-vous de dire. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Est-ce qu'il faut négocier avec Vladimir Poutine sur les bases de ce qu'est la situation militaire sur le terrain aujourd'hui? On a toujours dit que pour ramener la paix, il faut un plan de paix en 3 parties. Première partie, soutien militaire, financier, logistique pour que Vladimir Poutine ne gagne pas la guerre. Ouais. Deuxième partie, il faut arrêter de financer la Russie avec l'arrêt des importations. Et troisième partie, il faut, prendre des initiatives diplomatiques. Eh bien, il y a un sommet sur la paix qui est organisé par l'Allemagne en Suisse la semaine prochaine. Ça fait partie des éléments. Mais est-ce qu'il faut que l'Ukraine accepte la situation de fait et céder une partie de son territoire à la Russie ou non? C'est pas à moi de dire les conditions d'acceptabilité. C'est ça, une négociation. C'est pas à moi. Par contre, la responsabilité de la France et de l'Union européenne, c'est de ramener les différentes parties autour de la table. Je veux dire, cette guerre, elle a déjà fait 100 000 morts. Cette guerre, elle dure depuis 2 ans. Oui, il faudra mettre un terme. La diplomatie est la meilleure des solutions, mais ce sera évidemment à l'Ukraine de définir ses conditions. Si on en croit les enquêtes d'opinion, ces questions européennes, cette question ukrainienne n'est pas forcément en tête des préoccupations au moment de passer dans l'isoloir. Ce sont d'abord les questions de pouvoir d'achat qui comptent. Et vous, d'ailleurs, vous avez axé votre campagne sur la question sociale. Vous dénoncez par exemple aujourd'hui avec la France Insoumise une nouvelle réforme de l'assurance chômage. J'ai envie de vous demander quel rapport avec l'Europe? Parce que le gouvernement, vous avez vu, s'est lancé dans un petit concours l'épine pour faire la poche des Françaises et des Français. C'est la réforme de l'assurance chômage. Ouais. Il se prépare aussi le gel des pensions de retraite, la hausse de la TVA. On a déjà eu... J'y arrive, le lien sur l'augmentation du reste à charge sur les médicaments. Et le lien, il est évident parce que c'est la conséquence directe des règles d'austérité votées à Bruxelles par les socialistes, les macronistes et la droite, qui fait que le gouvernement veut faire des coupes budgétaires comme jamais, y compris dans la transition écologique, qui sont en train de sacrifier notre avenir. Et vous remarquez que jamais ils ne proposent de mettre à contribution les plus riches, les plus grandes fortunes. On a eu les chiffres hier, la France est le pays où les plus grandes fortunes ont le plus augmenté. Et moi, je refuse de faire payer les plus pauvres et de ne pas mettre à contribution les plus riches. Donc le scrutin de dimanche est aussi un référendum contre cette austérité européenne, mais aussi contre le marché de l'électricité européen qui a fait exploser nos factures d'énergie. C'est aussi l'occasion de bloquer les prix des produits de première nécessité. Voilà ce qu'on peut faire pour agir sur le pouvoir d'achat. Vous venez, Manon Aubry, de dénoncer des directives, en quelque sorte, qui sont prises à la fois, je vous cite, par les macronistes et les socialistes. Les sondages montrent un frémissement de vos intentions de vote dans cette dernière ligne droite. Certains vous placent à 8, d'autres à 9. Néanmoins, ils vous placent toujours derrière la liste socialiste, place publique, menée par Raphaël Glucksmann. Quelle conclusion il faudra en tirer si ça se vérifie dans les urnes et que finalement, aujourd'hui, le premier parti de gauche n'est plus le vôtre? La dynamique est clairement de notre côté. Vous l'avez dit, la liste de Raphaël Glucksmann est plutôt en baisse dans les derniers sondages. Vous êtes quand même derrière elle, la nôtre est plutôt en hausse. Et si on suit la dynamique, il peut encore se passer beaucoup de choses dans les 48 prochaines heures. Moi, je dis 2 choses aux Françaises et aux Français. D'abord, je leur dis,
ne faites pas le cadeau à Emmanuel Macron et à l'extrême droite de votre abstention et de la résignation. Venez nous donner de la force ce dimanche. Venez agir concrètement pour votre pouvoir d'achat, contre l'austérité, pour bloquer les prix des produits de première nécessité. C'est la première chose que je dis. Et la deuxième chose, oui, bien sûr qu'il y a une compétition qui se joue. Et moi, mon but, c'est d'être en finale face à l'extrême droite. Mon but, c'est de faire tenir une gauche qui tient bon, qui continue à défendre la retraite à 60 ans et à défendre, vous savez, Xavier Wittenberg, juste ça. Ça, c'est le programme de la NUPES. Oui, c'est ce que j'ai défendu. La France, encore une fois, on est dans des élections européennes. Il y a un chapitre sur les questions européennes et c'est sur la base de ce chapitre sur les questions européennes que j'ai fait campagne. Parce que vous savez, la dernière fois que la gauche est arrivée devant l'extrême droite à une élection, c'était au premier tour des élections législatives, sur la base de ce programme de la NUPES. Et je regrette que le Parti socialiste lui ait tourné le dos. Et je regrette que le Parti socialiste à Bruxelles... Sur quel sujet il lui a tourné le dos? Vous avez quand même vu l'ambiance... Pardon, excusez-moi, je vous pose une question, mais vous avez vu l'ambiance de ces derniers jours, marquée, elle est particulièrement tendue. Raphaël Glucksmann a publié sur les réseaux sociaux, parmi tant d'autres, dit-il, des affiches taguées de croix gammées et de slogans antisémites, alors que quelques heures plus tôt, Jean-Luc Mélenchon disait, lui, que, je le cite, l'antisémitisme était résiduel en France. C'est une question centrale qui montre la tension qu'il y a aujourd'hui entre vos deux partis. Alors, mes affiches ont été aussi taguées de tags antisémites, de tags islamophobes. Donc, malheureusement... Autant que celle de Raphaël Glucksmann, qui explique que si ces affiches... On va pas faire un décompte du nombre d'affiches, mais par contre, je ne laisserai pas dire mais ce ne sont pas ses idées, vous le savez, c'est lui qui est visé par ses origines juives, en l'occurrence. Bien sûr, et vous savez, chaque acte antisémite est un acte de trop. Et je condamne fermement toutes les affiches de Raphaël Glucksmann qui ont été souillées par l'extrême droite. Pardon, mais ça a été signé sur un certain nombre d'affiches. Il y avait des signes nazis et à côté, il y a marqué « Je vote Bardella ». Et je n'oublie pas d'ailleurs que le parti d'extrême droite de Jordan Bardella a été fondé par des anciens Waffen-SS, c'est-à-dire des héritiers des nazis. Donc l'antisémitisme vous estimez, comme M. Mélenchon, que l'antisémitisme il est résiduel aujourd'hui? C'est une question que je vous pose. Il disait, je remets dans le contexte, il disait qu'il parlait des manifestations pour la Palestine qui défendent le cessez-le-feu à Gaza, sur qui était jeté l'anathème d'antisémitisme, et il disait, comme moi, que je n'ai pas entendu de paroles antisémites dans ces mobilisations pour la Palestine qui ont Non, il a dit, pardon, l'antisémitisme est résiduel en France. Il faut lire la phrase d'avant et la phrase d'après. Et c'est exactement ce qu'il a cherché à dire. Mais sur la phrase du milieu, qu'est-ce que vous en pensez? Mais je viens de vous l'expliquer. Oui. Chaque acte antisémite est un acte de trop. Et chaque victime d'acte antisémite me trouvera systématiquement à ses côtés de Jeff Wittenberg. Et c'est parce que l'antisémitisme est un sujet suffisamment sérieux qu'il ne faut pas inventer d'antisémites là où il n'y en a pas. Et surtout, il ne faut pas s'en servir non plus pour souiller les mobilisations pour la paix en Palestine. Et nous n'associons ni les juifs au gouvernement israélien, ni les musulmans au Hamas. Et je pense qu'il faut faire la distinction. Et vous estimez que votre chef, Jean-Luc Mélenchon, a les mêmes précautions lorsqu'il s'en prend, par exemple, il sera tout à l'heure notre invité, à Jérôme Guedj, député socialiste, qui a toujours, par exemple, défendu l'État palestinien et critiqué la politique de Netanyahou, et qui néanmoins a été la cible... Écoutez, c'est une bataille politique entre eux, et accepter qu'il peut y avoir aussi des désaccords politiques entre eux, notamment quand Jérôme Guedj s'est affiché aux côtés de Meir Habib, qui est un député des Républicains d'Israël qui soutient... un port, selon David Guiraud, votre collègue de LFI. Non, mais là, vous sortez les choses de leur contexte. Écoutez, moi, c'est le dernier jour des élections européennes. Je ne suis pas là pour venir commenter les phrases des uns et des autres. Je suis là pour convaincre les gens de se mobiliser ce dimanche. Je suis là pour convaincre que la paix est possible en Ukraine comme à Gaza, qu'on ne peut pas rester les bras croisés face à un carnage sans précédent, qu'il faut adopter des sanctions contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou parce qu'il y a un mandat d'arrêt international qui va être lancé par la Cour pénale internationale, que notre humanité, notre dignité la plus élémentaire nous appelle à demander un cessez-le-feu, des sanctions contre le gouvernement, la reconnaissance de l'État de Palestine. Vous avez vu Emmanuel Macron qui tergiverse. Qui dit que cet État devra être reconnu en son temps et pas aujourd'hui. Il dit l'heure viendra. Mais quand sera la bonne heure ? Quand il n'y aura plus de peuple palestinien décimé par des décennies de nettoyage ethnique. Je veux dire, l'Espagne, l'Irlande, la Slovénie l'ont fait. Où est la France ? Moi, je ne reconnais plus mon pays, la parole diplomatique de mon pays. Ça fait plus de 7 ans qu'il est au pouvoir. Il aurait pu engager ce processus depuis bien longtemps. La vérité, c'est qu'Emmanuel Macron se dérobe, se cache, parce qu'il n'a pas de courage diplomatique. Et le courage commanderait d'avoir une voix forte pour retrouver la paix au Proche-Orient. Vous estimez que cette situation à Gaza a pris la place nécessaire dans votre campagne? Et là, quand même, et on le voit encore aujourd'hui dans cette dernière partie de la campagne, occulté beaucoup de vos propositions.
parce que, notamment Rima Hassan, l'une de vos colistières, ou Jean-Luc Mélenchon en ont fait la question centrale. J'aurais aimé ce sera la dernière un question. peu plus d'originalité pour la dernière question, mais merci. Rassurez-vous, le sujet s'est imposé parce qu'on ne détourne pas le regard, mais vous l'avez dit vous-même, nous avons fait de la question du pouvoir d'achat une question centrale dans cette campagne, nous avons fait la question du libre-échange une question centrale. Je préside le seul groupe qui s'est opposé aux accords, à tous les accords de libre-échange qui saccagent notre industrie, notre agriculture, qui les soumettent à une concurrence déloyale. Et bien sûr, la question de Gaza s'est imposée à nous parce que nous ne détournons pas le regard. Et je suis fière d'avoir porté la voix de la paix dans cette campagne. Tous aux urnes, dimanche. Merci Manon Aubry, Merci à vous. tête de liste de la France Insoumise donc dans ces élections qui ont lieu un seul tour dimanche. Un seul tour, oui.